Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Morning News, voici les titres de l'actualité. Réélection du président sortant Faustin Archange Touadéra en Centrafrique. Selon les résultats provisoires délivrés par l'autorité nationale des élections, le chef de l'État a été réélu au premier tour avec 53,92% des voix. Des résultats contestés par l'opposition qui dénonce des irrégularités. Reprise des discussions autour du grand barrage de la Renaissance. Une réunion virtuelle s'est tenue ce 3 janvier en présence de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie. La question épineuse du remplissage du barrage devrait être au cœur des négociations. Et enfin, une rentrée scolaire dans un contexte de crise sanitaire au Kenya. Des millions d'élèves ont fait leur rentrée ce 4 janvier. Une reprise qui ne se fait pas sans crainte, notamment pour les parents. Les détails à suivre dans ce journal. L'attente est désormais révolue en Centrafrique. Selon les résultats provisoires annoncés par l'autorité nationale des élections ce 4 janvier, le président sortant Faustin Archange Touadéra a été réélu dès le premier tour avec 53,92% des suffrages. L'opposition dénonce de son côté, je cite, des bourrages massifs d'urnes. Plus de précisions dans ce sujet de Corinne Kapzefem. L'autorité nationale des élections en République centrafricaine a rendu son verdict ce 4 janvier 2021. Le président candidat Faustin Archange Touadéra est vainqueur du scrutin présidentiel du 27 décembre 2020 avec 53,92% des voix. L'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé est arrivé deuxième avec 21,01% des suffrages exprimés. Ce sont au total 16 candidats qui ont pris part à cette élection. Nous sommes contents de savoir que notre candidat a été élu dès le premier tour. D'ailleurs, ça ne nous étonne pas, comme j'ai l'habitude de le dire. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons travaillé à sa réélection. Son bilan a parlé. Le peuple lui a fait confiance de nouveau. Et pour nous, c'est une satisfaction. Étant entendu que c'était un défi, ces élections-là, le peuple s'est soulevé comme un seul homme. Malgré les défis sécuritaires, malgré les menaces, malgré quelques intimidations, les gens sont allés massivement voter. Selon l'autorité nationale des élections, environ 700 000 Centrafricains se seraient rendus aux urnes sur les 1,8 million d'électeurs attendus. Les élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 se sont en effet déroulées dans un climat de tension. Quelques jours avant l'ouverture des bureaux de vote, des mouvements rebelles qui contrôlent plusieurs localités du pays avaient tenté une incursion à Bangui sans succès. Pour une partie de l'opposition qui dénonce en outre des fraudes durant les opérations de vote et de dépouillement, il faudra faire des recours pour contester ces résultats. Nous n'avons aucun PV d'aucun bureau de vote. Nous ne savons pas combien nous avons eu dans le bureau de vote qui se trouve à 2 km d'ici ou à 400 km d'ici. Ou jusqu'au moment où je vous parle. Comment nous pouvons faire foi à des résultats qu'on nous proclame? Donc, au moment où je vous parle, nous, en tant que parti politique et les autres candidats, ils n'ont pas les procès-verbaux issus des votes. Le président Faustin Archange Touadéra, né à Bangui le 21 avril 1957, mathématicien de formation, a été Premier ministre de 2008 à 2013. Il est élu président de la République en 2016. La Cour constitutionnelle devrait valider cette seconde victoire le 19 janvier 2021 après la phase des recours. Pour ce second mandat, le président Touadéra doit relever le défi de la sécurisation de nombreuses régions du pays, le renforcement et la promotion de la cohésion nationale et la relance économique de ce pays d'Afrique centrale. Et face à la vive contestation de l'opposition, plusieurs recours pourraient être déposés auprès de la Cour constitutionnelle au cours de ces prochains jours. Les résultats de l'élection présidentielle étant provisoires, tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. À ce sujet, je vous propose d'écouter notre éditorialiste Jean-François Akanji. D'abord, on ne doit pas perdre de vue que ce sont des résultats provisoires que nous avons aujourd'hui. Il faudra attendre le 19 janvier pour leur confirmation par la Cour constitutionnelle. Une Cour constitutionnelle qui joue ici un rôle très important, qui est dû essentiellement au fait que l'autorité nationale des élections ne joue pas son rôle de filtre ou de contrôle. On l'a vu à propos des candidatures. Si, à présent, on prend les résultats en l'état, on peut en tirer divers enseignements, dont le premier est que Touadéra est élu au terme des élections les plus calamiteuses
tumultueuse qui a eu lieu en RCA, un seul chiffre, 695 000 votants, sur les 1 800 000 inscrits que l'ANE avait annoncé au terme de l'enrôlement des électeurs, c'est à peu près 35% de taux de participation. En somme, ce sont des élections essentiellement de Bangui. Mais en même temps, Touadéra, si cela se confirme, est l'élu et il faudra en prendre acte. Le défi sera alors pour le nouveau président de savoir quelle trace il veut avec son deuxième mandat laissé dans l'histoire du pays. Les discussions reprennent autour du grand barrage de la Renaissance. Le 3 janvier dernier, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie étaient autour de la table des pourparlers lors d'une réunion organisée par visioconférence. L'enjeu est de taille. Il s'agit pour les trois pays de parvenir à un consensus, notamment autour de la question du remplissage du barrage qui est au cœur des contentieux. Marie-Raphaël Andolo. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie reprennent les négociations au sujet du grand barrage controversé sur le Nil. Amorcée ce 2 janvier 2021, cette phase de pourparlers a pour objectif d'aboutir à un consensus définitif des trois parties sur la question du remplissage du barrage sur le Nil après 10 ans de discussion. À cet effet, un document de travail a été diffusé au sein des trois pays sur les détails de négociation. Pour l'heure, l'Égypte n'adhère pas encore totalement aux éléments contenus dans le dit document. Une fois que le barrage est sous administration provisoire des Nations Unies, alors l'ONU pourra ouvrir la voie juridique dans le cas de règlement définitif de ce contentieux. Il faut te rappeler que le barrage du Nil aujourd'hui n'est pas la seule question d'ordre international qui a marqué l'histoire du droit au plan géographique. On se rappelle évidemment du contentieux entre le Nigeria et le Cameroun sur la presqu'île du Bakassi. Donc la Cour internationale de justice pourrait être saisie dans les mois qui viennent pour régler définitivement la question du barrage du Nil. Outre le point de discorde sur le rythme de remplissage du barrage sur le Nil, l'Égypte et le Soudan évoquent également leurs droits historiques sur le fleuve. Pourtant, l'Éthiopie revendique une égalité des droits pour tous les pays du bassin du Nil. Il est donc important aujourd'hui que les Nations Unies s'imposent comme étant les seuls facilitateurs internationaux pour régler ce conflit. Si les Nations Unies répondent le dialogue entre les trois États en essayant au préalable d'évaluer le coût d'investissement qui avait été effectué au préalable par l'Éthiopie en remplissant le barrage du Nil, dans le cas d'une procédure d'indemnisation des États déjà qui ont fortement investi dans la réhabilitation de ce barrage, alors ce barrage sera sous administration de l'ONU. La suite des négociations prévoit une rencontre tripartite le dimanche 10 janvier avec l'espoir qu'un accord final soit enfin trouvé dès la fin du mois. Ces négociations vont se dérouler en présence du dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa, actuellement à la tête de l'Union africaine. Rappelons que le Nil, qui coule sur quelques 6 000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est. Le climat politique se décrispe en Côte d'Ivoire après la libération de son leader Pascal Affi-N'Guessan perçu comme un signe d'apaisement. Le Front populaire ivoirien a réaffirmé sa participation aux prochaines élections législatives prévues pour le 6 mars 2021. Le parti qui jusqu'au 10 janvier effectue une tournée en vue de mobiliser davantage de partisans. Reportage de notre correspondante Nathalie Mo. Le Front populaire ivoirien FPI va effectivement participer aux élections législatives de mars 2021. Cette information a été rendue publique le 3 janvier 2021 par le porte-parole du parti, confirmant ainsi des conclusions d'une décision de son comité central prise en décembre 2020. C'est là même que réside le problème de fond, notamment sur la capacité de mobilisation du leader politique Pascal Affi-N'Guessan et sur le degré d'enracinement politique des militants du FPI pour ces élections législatives de mars 2021. N'oublions pas que la sortie de prison de Pascal Affi-N'Guessan peut configurer un arrangement politique avec le pouvoir en place. Le FPI a réagi le 3 janvier 2021 à la libération de son leader, Pascal Affi-N'Guessan, arrêté au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le parti d'opposition de Côte d'Ivoire comprend cette libération comme un geste de décrispation politique du pouvoir et appelle à plus d'actions s'inscrivant dans le sillage de l'apaisement dans le pays.
Le FPI réaffirme son engagement à faire prospérer le dialogue politique et encourage par la même occasion le gouvernement à continuer dans la voie de la décrispation en libérant les autres détenus. Le FPI reste convaincu que la mise en œuvre des recommandations pertinentes issues du dialogue politique contribuera au renforcement de la démocratie et participera à la cohésion nationale. Les élections législatives ont été fixées au 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire. Le parti de Pascal Affi-N'Guessan devrait procéder au dépôt des dossiers de candidature au délai du 20 janvier 2021. Dans le même temps, le FPI effectue une tournée dans les 31 régions et les 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire du 5 au 10 janvier 2021 afin de mobiliser ses partisans. C'était le 1er janvier dernier. Les opérations commerciales dans le cadre de la ZLECAf ont officiellement été lancées lors d'une cérémonie virtuelle. À cet effet, certains experts de l'Afreximbank estiment que les autorités doivent miser sur le commerce transfrontalier informel. Un commerce qui, selon eux, permettrait d'accroître le potentiel de l'accord commercial. Nathalie Mo. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine devrait tenir compte du commerce informel transfrontalier, une démarche qui pourrait maximiser le potentiel du nouvel accord commercial africain, selon des experts d'Afreximbank. Oui, le commerce informel doit être pris en compte dans le cadre de la ZLECAf. Il faut absolument que ce commerce soit pris en compte parce que c'est du commerce. Pourquoi? Ce n'est pas un commerce de seconde zone, c'est juste un commerce mal évalué. Le commerce informel transfrontalier représente pour l'Afrique de l'Est à elle seule jusqu'à 80% de la valeur du commerce formel. Selon des spécialistes, un meilleur contrôle de ce segment pourrait permettre d'avoir une plus grande visibilité de la contribution économique des femmes, en particulier en Afrique de l'Ouest. On doit éviter de le combattre parce qu'on ne peut pas le combattre. On doit plutôt, de façon optimale, essayer de le cadrer, d'essayer de le positiver, en évitant au mieux de toujours vouloir le formaliser. Le commerce informel transfrontalier résulte principalement de la rigidité des normes commerciales actuellement en vigueur en Afrique. Pourtant, ce secteur, quoique peu régulé, demeure particulièrement lucratif. Dans certains pays africains, ces acteurs peuvent gagner entre 4 et 10 fois le salaire minimum local. L'actualité, c'est également l'adoption de nouvelles mesures restrictives au Rwanda pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le gouvernement, qui craint en effet une seconde vague, a décidé d'interdire à partir de ce 5 janvier les déplacements entre les districts. Les entreprises sont elles aussi touchées par ces nouvelles mesures. Elles devront fermer à partir de 18h. Le couvre-feu, mis en place de 20h à 4h du matin, a quant à lui été prorogé, et ce pour 2 semaines supplémentaires. À noter que le taux de positivité des tests se chiffrait à 7,6% ce 4 janvier. Au Kenya, des millions d'élèves ont fait leur entrée ce lundi 4 janvier. En raison de la pandémie de coronavirus, les écoles étaient fermées depuis le 15 mars dernier. Mais cette reprise ne se fait pas sans inquiétude. Les interrogations sont nombreuses, notamment en termes de sécurité sanitaire. Zahra Mohamed Moutiou. Après des semaines de confinement, les élèves ont repris ce lundi 4 janvier le chemin de l'école. C'est la rentrée des classes au Kenya pour plus de 16 millions d'écoliers, après une longue fermeture effective depuis le mois de mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Nos enfants sont à la maison depuis longtemps. Le système éducatif est en train de tomber. C'est donc bien pour eux de retourner à l'école, mais la préparation de la réouverture a été rapide. Ils auraient pu faire quelque chose avant de rouvrir les écoles. La fermeture des écoles a entraîné beaucoup d'interrogations quant à l'avenir de plusieurs enfants. Les autorités s'attendent à une vague de décrochage scolaire massif dans le pays. La réouverture est saluée par certains, mais d'autres craignent pour la santé de leurs enfants. La sécurité sanitaire est-elle garantie? Les gestes barrières vont-ils pouvoir être respectés? Autant de questions posées par les parents. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, les enfants iront bien, parce que tout dépend de Dieu, et je sais qu'ils iront bien. Mais je suis aussi humaine, et je ne peux pas être sûre, même si je sens qu'ils iront bien. Mais je me demande comment dans cette école de l'Olympique,
où il y a trop d'élèves, comment ça va fonctionner? Certains d'entre eux ne savent même pas comment se laver les mains. Comment peuvent-ils alors être en sécurité à l'école? Des interrogations de parents inquiets. De son côté, le gouvernement se veut rassurant. Il a procédé il y a quelques jours à la distribution de savon dans plusieurs établissements scolaires. Insuffisant, dénoncent plusieurs organisations, compte tenu de la situation sanitaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.